Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire aujourd'hui du Club de l'IMO Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Eric Heyer. Je vous ai mis ses coordonnées, ses références dans le chat. Et il est le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, qui est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un peu de visibilité sur la période à venir, puisque actuellement, la crise actuelle a changé tous nos repères. Je vais directement, Eric, vous passer la parole. On va faire une intervention d'environ 40 minutes. Enfin, plutôt vous allez faire une intervention d'environ 40 minutes. Et donc, on est vraiment dans le domaine de la macroéconomie. On a préparé des questions autour de ça qui ne sont pas vraiment dans le domaine de prédilection. Et on va essayer de prendre donc avec vous un peu de hauteur. À la suite de ça, on vous posera des questions. Donc, pour les participants, vous savez, vous avez le chat qui est un lieu d'échange où j'ai mis un petit peu les informations sur notre intervenant. Et vous pouvez poser également des questions, soit via le chat, soit via les questions. Les membres du club vont récupérer les questions, et nous avons préparé quelques-unes et nous les poserons également après votre intervention. C'est OK? Je vous laisse la parole, Eric. Bonjour tout le monde. Alors, je vous ai préparé quelques transparents, j'espère que vous les voyez bien. C'est parfait. Bon, mais parfait. Alors, allons-y. Donc, globalement, ce qu'on va essayer de voir assez rapidement, c'est quel impact à quel impact économique on doit s'attendre dans les prochains mois et prochains trimestres. Et ensuite, on verra quelle est la réponse aux politiques économiques qu'il faudrait mettre en place. Alors, celle qu'il faudrait mettre en place et celle qui va être mise en place. Donc, d'abord, un petit rappel. Vous voyez, quand vous avez une pandémie, alors c'est une crise, c'est pas une crise économique comme les autres. C'est-à-dire, c'est pas une crise endogène au système économique. C'est une crise qui vient de l'extérieur et globalement, lorsqu'il y a une pandémie, il y a déjà eu des pandémies dans le monde. Selon la sévérité de cette pandémie, il y a une forte récession qui apparaît. Donc là, je vous ai mis très rapidement les évaluations des pandémies selon le degré de sévérité. Donc, c'est avant de regarder la politique économique. Et donc, pourquoi c'est intéressant de regarder cela? C'est que globalement, vous voyez sur ce graphique que lorsqu'on regarde les pandémies sévères, globalement, pour tous les pays développés, il y a la France, l'Allemagne jusqu'au Japon, ça coûte entre 8 et 10 points de PIB. Donc, vous voyez, c'est assez important d'avoir ça en tête pour se dire que de toute manière, lorsque on est soit au gouvernement, soit dans une banque centrale, on savait que globalement, une épidémie qui se transforme en pandémie comme celle du Covid, il fallait s'attendre à peu près une récession dans tous les pays développés entre 8 et 10 points de PIB. C'était une donnée de base. Et vous allez voir, ça a eu des conséquences sur les décisions. Et alors, vous voyez que dans ce graphique, je vous ai distingué en fait les canaux de transmission. Vous voyez que globalement, lorsqu'il y a une pandémie, vous avez une crise économique qui arrive à la fois du côté de la demande, mais aussi du côté de l'offre. Alors, du côté de la demande, c'est-à-dire que globalement, vous restez confiné chez vous et vous fermez des commerces, donc globalement, vous ne pouvez plus consommer, ou en tout cas, vous consommez beaucoup moins. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas aller travailler parce que soit vous êtes en garde d'enfants, soit vous êtes malade, soit vous gardez les malades, et donc vous êtes quasi empêché d'aller travailler. Donc il y a aussi un choc d'offres pour les entreprises, et ce choc d'offres vient aussi d'un coût de production qui peut augmenter parce qu'il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement et donc le plan B qui coûte un peu plus cher. Donc globalement, un choc d'offres et un choc de demande. C'est pour ça que c'est complètement inédit et que la réponse de politique économique est un peu difficile parce qu'il faut à la fois aider l'offre et la demande lorsqu'on est face à ce type de pandémie. Alors, quand on regarde assez rapidement, globalement, on se rend compte que dans les pandémies précédentes, il y avait une très forte corrélation entre le taux de mortalité et la récession économique. C'est-à-dire que globalement, plus la pandémie est sévère, plus elle coûtait cher en termes de récession, mais aussi
en termes de mortalité. Et vous voyez que globalement, quand on avait une pandémie forte avec 0,9 de taux de mortalité, ça correspondait à quasiment 9 points de récession. Donc il y avait un peu ce parallèle. Et donc, pourquoi je vous montre ce graphique, c'est que globalement, les gouvernements se sont dit que de toute manière, la récession était inévitable, quelles que soient les décisions. Sur l'année, on aurait connu une forte récession et donc ils ont tenté de limiter le coût sur la mortalité. Et donc, ça, c'est ça qui a bien guidé dans un grand nombre de pays le choix de politique économique. On peut aussi se dire que globalement, dans un grand nombre de pays, y compris en France, on n'était pas prêt à globalement subir une telle crise sanitaire d'un point de vue de notre capacité dans les hôpitaux et qu'on ne voulait pas faire le choix entre qui on doit sauver. Et donc, on ne pouvait pas se poser cette question. Et donc, globalement, a été décidé de confiner un grand nombre de personnes. C'est complètement inédit. Vous voyez que dans les pandémies précédentes, y compris celle de la grippe espagnole, on n'a pas du tout confiné les économies. Et donc, c'est vraiment de l'inédit aussi de ce point de vue-là. Et donc, quelque part, on a provoqué cette crise, mais cette crise, de toute manière, elle était latente et on aurait eu à peu près un résultat identique, alors peut-être moins rapide, mais sur l'ensemble de l'année, on aurait connu une forte récession. Alors, je l'ai dit, tout cela, donc je vais aller un peu vite dans les canaux, donc c'est un choc de demande. Et vous voyez que quand vous avez un fort choc de demande, vous avez normalement des incidences sur les prix et les prix plutôt à la baisse. Je mentionne cela parce que globalement, la réaction des politiques monétaires sera importante. Et donc, vous voyez, quand vous avez un choc de demande négatif, il faut s'attendre à ce que les prix baissent. Alors, on l'observe de façon assez significative au niveau du prix du baril. La demande de pétrole ayant chuté, le prix a chuté. Alors, il y a aussi une discorde au même moment entre la Russie et l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite qui a fait plonger un peu plus le prix du baril, mais de toute manière, ce dernier aurait plongé. Il faut tout de même observer que pendant 2 jours, le baril est même passé à des prix négatifs, à moins de 37 $. C'est-à-dire que globalement, les producteurs se débarrassaient, c'est-à-dire que payaient pour qu'on leur prenne leur baril parce que globalement, le stock était trop coûteux. Donc, il faut s'attendre globalement à des prix qui sont relativement baisses parce que c'est un choc de demande, mais puisque c'est aussi un choc d'offres, vous voyez, quand vous avez un choc d'offres, ça peut faire augmenter les prix, soit parce qu'il y a une rupture de chaîne d'approvisionnement en partie, soit aussi parce qu'on a fermé un grand nombre de commerces et donc il y a très peu de personnes, notamment à l'alimentaire, qui peuvent répondre à la demande qui reste tout de même si celle-ci est en baisse. Donc, globalement, on pouvait se poser la question sur qu'est-ce qui va l'emporter entre le choc d'offre et le choc de la demande en termes d'inflation. Alors, la réponse aujourd'hui est assez claire. Vous voyez, c'est dans les anticipations d'inflation dans 5 ans, globalement, elles sont orientées franchement à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la zone euro, on anticipe plutôt une inflation d'ici 5 ans. Donc, vous voyez que c'est des tendances assez longues, une inflation en dessous de 1%, très proche de 1%. Je vous rappelle que le mandat de la Banque centrale européenne, c'est d'arriver à une inflation légèrement en dessous de 2%. Vous voyez, c'est très important d'avoir ce graphique en tête. Pour se dire que globalement, les prix vont rester avec une progression relativement modeste. Et puis, parce que du coup, la Banque centrale, aujourd'hui, ne se soucie pas d'une incidence positive de leur politique sur l'inflation, puisqu'au contraire, elle souhaiterait avoir légèrement plus d'inflation. Donc, ça veut dire que globalement, l'action de la politique monétaire, de ce point de vue-là, ne sera pas freinée. Et donc, il risque d'avoir une politique monétaire encore accommodante pendant un certain nombre d'années. En tout cas, c'est pas l'inflation qui va les freiner, bien au contraire. Cette crise est une crise qui est mondiale, puisque c'est pas une épidémie, c'est une pandémie, et donc le commerce mondial s'est effondré. Et là, le commerce mondial s'effondrant, ça veut bien dire que globalement, la reprise économique va être aussi dépendante de la façon dont les différentes économies vont retourner. Donc, il suffit pas de regarder les dynamiques internes, il va falloir aussi regarder les différentes dynamiques dans ces pays-là et surveiller éventuellement des
des secondes vagues ou des troisièmes vagues dans différents pays. Alors, passons très vite aux chiffres. Vous voyez, globalement, alors que le FMI nous annonçait au mois de janvier qu'il allait avoir 3% de croissance mondiale en 2020 et qu'aucun pays ne connaîtrait de récession, vous voyez que dès le mois d'avril, ils ont fortement révisé leur perspective de croissance puisqu'ils sont passés de 3% de croissance mondiale à moins 3% de croissance mondiale en 2020. Et vous voyez sur ce tableau que quasiment aucun pays n'échappe à la récession d'après eux en 2020, à l'exception de la Chine et de l'Inde, mais qui ne font plus que, entre guillemets, 1% de croissance, ou entre 1 et 2% de croissance, qui est extrêmement faible par rapport au taux de croissance que ces deux pays connaissaient auparavant. Notez aussi que on a déjà une petite idée de quelle pourrait être la reprise économique et que la reprise serait significative, puisque d'après le FMI, on devrait atteindre quasiment 6% de croissance en 2021. Donc, il va falloir s'attendre à un rebond. Mais vous voyez que ce rebond, si vous additionnez les deux chiffres, moins 3 plus 6, ben, ça fait que plus 3 sur 2 ans, alors qu'on s'attendait à plus 3 par an. Donc, du coup, globalement, en 2021, on n'aura pas complètement rattrapé et effacé cette crise économique. Il va falloir sans doute un peu plus de temps pour l'effacer. Donc, c'est ça un peu la question que l'on se pose aujourd'hui. Donc, quand on regarde par secteur, bon là, c'est en zone euro par secteur, on se rend compte que tous les secteurs s'effondrent. Alors, la construction s'effondre de façon considérable, mais l'industrie aussi, mais le gros secteur, enfin, le secteur qui s'effondre le plus, c'est le secteur des services. C'est sans doute ce secteur-là qui va être le plus pénalisé, on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais qui va être le plus pénalisé par cette crise économique. Et il faudra dire beaucoup sur la reprise éventuelle dans ces secteurs-là et sur la consommation qui a été empêchée pendant le confinement et qui sans doute ne reviendra pas, est définitivement perdue pour ces secteurs-là, ce qui n'est pas complètement le cas pour l'industrie. Une consommation empêchée peut être consommée un peu plus tard lorsque l'on pense à une voiture ou à un téléviseur. C'est un peu moins le cas lorsqu'on pense à un restaurant ou à un café dans un bar. Quand on regarde la France, on a exactement le même schéma, mais en extrêmement fortement dégradé. Et on a cette idée-là aussi où la construction, certes, s'effondre, mais ça n'a rien à voir avec l'effondrement dans les services qui est extrêmement spectaculaire. Et on peut déjà, on a une donnée supplémentaire pour la France par rapport à la zone euro. Et donc, on voit au mois d'avril un tout petit rebond. Donc, ça veut dire que pendant les périodes de confinement, le début du confinement a été très sévère. Et puis, petit à petit, on recommence à repartir, mais on voit que c'est extrêmement lent, mais qu'il y a tout de même un mouvement, même pendant le confinement. Le deuxième mois de confinement a été un peu moins dur que le premier mois. Alors, bien sûr, vous voyez, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant le confinement, on a tourné à peu près 2/3 de nos capacités. Et c'est énorme, c'est-à-dire que globalement, on a mis 1/3 de l'économie à l'arrêt. Alors, si on regarde le secteur privé, le choc est un peu plus important puisque c'est plus de 40% qui a été mis à l'arrêt. Dans le secteur non marchand, les administrations ont été un peu moins mises à l'arrêt. Donc, c'est venu un tout petit peu atténuer le choc sur le PIB, mais c'est un peu ça qu'il faut retenir. C'est 30%, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais en gros, ça fait un coût de 2 milliards d'euros chaque jour de confinement. C'est un coût énorme pour l'économie. Alors bien sûr, sectoriellement, il y a des divergences. Quand on regarde l'hébergement, la restauration, eux, ils ont perdu 90%. Il ne restait plus que 10% d'activité. Lorsqu'on regarde la construction, c'est aussi à peu près de même ampleur, moins 88%. Le coquefaction, raffinage aussi, un énorme choc. Et puis des chocs un peu moins violents dans les services, dans certains services, même si ça reste également impressionnant. Si je me compare maintenant, alors pour le mois d'avril, on voit qu'on passe de
de moins 36 pour la France à moins 30. Donc, on a bien cette amélioration, effectivement, que l'on observe aussi dans les enquêtes. Et si je me compare aux autres pays aujourd'hui, donc globalement, il faut distinguer deux grands groupes de pays. Les pays, on va dire, du sud de l'Europe qui connaissent un choc de 30%, légèrement plus, donc l'Italie à 32, l'Espagne à quasiment 36, et puis l'Allemagne avec les pays anglo-saxons où on tourne plutôt à 25. Donc, vous voyez déjà un petit écart. Alors, c'est souvent lié, alors d'abord à l'intensité du confinement et qui a été un peu plus fort dans ces pays du Sud qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni. C'est arrivé un peu plus tard, mais aussi à la structure de l'économie avec un tourisme et des services un peu plus importants. Et puisque globalement, ça touche énormément les services, ces économies-là ont été fortement impactées. Alors, on voit que dans l'économie mondiale a connu un choc de moins 20, donc il y a un choc beaucoup plus fort dans les économies développées que dans les économies en développement. La Chine, qui avait été au départ et qui avait connu, du coup, qui était en décalé, le choc était plutôt en février, là, petit à petit, revient à sa normale, et là, elle tourne à 90% de cette situation normale. Donc, tout n'est pas encore revenu à la normale en Chine. Ça vous indique un peu aussi la progression et la rapidité à laquelle on revient à la normale. Même la Chine a du mal à revenir à la normale, alors que c'est une économie qui est assez administrée de ce point de vue-là. Donc, si on regarde ce que pense le gouvernement, vous voyez, alors on a déjà des chiffres pour le premier et quasiment pour le deuxième trimestre. C'est-à-dire qu'on a le premier trimestre, on a connu une chute de moins 5%, parce que c'est pas moins 30, mais vous voyez, le moins 30, c'est pendant les semaines de confinement, mais au premier trimestre, on a connu que 2 semaines de confinement sur les 13 semaines du premier trimestre, donc ça fait moins 5. Et donc, on comprend bien que le gros choc est à venir, et le gros choc, c'est au deuxième trimestre, où on devrait connaître un taux de croissance de moins 20, autour de moins 20. Ça peut être légèrement supérieur, mais c'est autour de moins 20. Donc, aujourd'hui, le gouvernement est sur une hypothèse de croissance de moins 8% pour l'ensemble de l'année. Vous voyez, pour avoir moins 8%, il faudrait qu'il y ait un rebond extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus 25 au troisième trimestre et plus 8% au quatrième trimestre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais on va essayer de regarder est-ce que c'est probable et quelles sont les conditions pour qu'on y arrive. Vous voyez, si on devait y arriver, alors finalement, on pourrait considérer que cette crise, bon, certes, a été considérable pendant un semestre, mais ensuite, l'économie est repartie et relativement vite. Et donc, globalement, ce qu'on a perdu, on peut le retrouver, bon, avec des chocs sectoriels, avec une disparité microéconomique, et donc certaines entreprises qui perdent et d'autres qui gagnent. Mais macroéconomiquement, si le gouvernement a raison dans ses perspectives, c'est pas finalement une énorme crise. Ça va être beaucoup moins grave finalement que 2008, où le choc a été d'une ampleur moindre, mais avec un retour plus progressif. Et on a gardé trace pendant plus longtemps parce que c'était une crise financière. Alors, regardons quelles hypothèses ou quelles conditions pour que ce fort rebond, et donc on appelle ça une reprise en V, si vous voulez, ait bien lieu. Bon, la première condition, c'est qu'il n'y ait pas de crise monétaire dans les pays émergents. Alors là, allez, passons ce point-là assez rapidement. On peut effectivement imaginer que le FMI, la Banque mondiale et que le G20 financier, qui ont conscience de ce risque-là, a déjà dit qu'il prendrait en charge l'intégralité des problèmes pour les pays émergents. Donc, allez, imaginons qu'ils ont les moyens, ils en ont conscience, donc je pense qu'ils pourront le faire. Donc, passons sur cette première condition. La deuxième condition, c'est que ça ne se transforme pas en crise financière dans les pays développés. Alors là, c'est une condition qui pourrait être un peu plus risquée parce que si il devait y avoir des faillites en cascade d'entreprises et donc que les banques qui avaient prêté de l'argent récupèrent ces crédits douteux et fassent également faillite, on pourrait se retrouver dans une situation proche de 2008. Et donc après la crise, on va dire sanitaire, enfin, la crise économique liée à la crise sanitaire, on aurait une crise financière et donc pas de reprise en V. Alors là-dessus, le rôle des banques centrales va être crucial. Ce slide est un peu compliqué, mais j'essaie de vous indiquer dans ce slide que globalement, les banques centrales interviennent massivement pour que justement,
il n'y ait pas de crise financière. Et donc aujourd'hui, vous voyez, les banques, elles ont un peu ceinture et bretelles en termes de sécurité. C'est que d'une part, elles sont sécurisées par les banques centrales qui leur offrent, et je dis bien offrent des liquidités aujourd'hui parce qu'elles les donnent à des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Et donc, elle leur apporte toute la liquidité qu'elles le souhaitent. Et par ailleurs, il y a les États qui garantissent, alors pas partout, mais globalement dans un grand nombre de pays, entre 90 et 100% des prêts. En France, c'est plutôt à 90%, mais en Allemagne, c'est à 100%. Donc, il y a beaucoup de prêts garantis quasi intégralement par les États. Donc, vous voyez, vous avez à la fois des prêts garantis par l'État et des liquidités abondantes. Donc, globalement, on fait tout pour que les banques ne soient pas en crise et qu'on ne soit pas dans une faillite du système comme on a pu le reconnaître en 2008. Donc là aussi, on peut faire confiance aux banques centrales. En tout cas, pour l'instant, elles en ont les moyens et elles ont affiché qu'elles le feraient. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte que globalement, les marchés financiers se rendent compte de cela. Et vous voyez, c'est un indicateur là d'incertitude. On appelle ça l'indicateur de la peur sur les marchés financiers. On était monté extrêmement haut, au même niveau que 2008 en termes de crainte et de peur. Et là, globalement, on revient petit à petit à une situation normale. Pas complètement à la normale, mais globalement, les décisions prises par les banques centrales rassurent énormément les marchés financiers. Donc, on peut potentiellement ici se dire qu'on a évité la crise financière, en tout cas pour le moment. Et d'ailleurs, on voit les bourses, là je vous ai mis la capitalisation boursière dans les 4 grands pays, États-Unis, Royaume-Uni, zone euro et Japon, qui avaient fortement chuté et qui aujourd'hui remontent. Alors, on n'a pas récupéré l'intégralité de ce qu'on a perdu, mais une grande partie, et qu'aujourd'hui, on est dans un moment où l'économie a chuté d'à peu près 20% et les bourses ont chuté de 20%. Donc, on est globalement dans une situation plus ou moins normale en termes de bourse. Donc, peut-être que ces 2 premières conditions vont être respectées. Alors, la troisième condition pour qu'on ait une reprise en V, c'est qu'il n'y ait bien entendu pas de deuxième vague de pandémie, parce que là, cette deuxième vague de pandémie ferait subir un stop and go pour les entreprises qui, sans doute, serait mortel pour elles, parce que c'est le stop and go est sans doute quelque chose qu'il y a de pire pour les entreprises en termes de perspectives, en termes de stock, en termes d'un grand nombre de perspectives. Et donc, du coup, il faut éviter à tout prix cette deuxième pandémie, en tout cas si on veut une reprise en V. Alors là-dessus, je n'ai pas de grandes compétences, mais vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a aucune certitude de ce point de vue-là. Vous avez les équipes d'Harvard qui travaillent sur ce sujet qui indiquent dans leur dernière étude qu'il y aurait 4 vagues d'ici 2022 dans les pays développés. Donc, vous voyez. Et puis, de l'autre côté, une étude qui indique qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, ou en tout cas que ça serait juste un bruit de fond, mais qu'on va vivre avec ce virus, mais sans réellement de deuxième vague. En tout cas, avec un confinement du coup qui serait de moindre ampleur, on peut considérer qu'effectivement, on serait mieux préparé. Souvenez-vous ce que je vous ai dit en introduction, on n'était pas préparé à ce type d'épidémie, et donc on a réagi très fortement, peut-être trop fortement, mais en tout cas très fortement. Et donc, il est possible que même s'il y avait une deuxième vague, elle serait sans doute un peu moins forte en termes de confinement. Mais bon, là-dessus, il faut quand même rester extrêmement prudent. Donc là aussi, la deuxième vague, c'est un risque qu'on peut, pour l'instant, mettre de côté. Alors, le quatrième condition, vous voyez, c'est que globalement, il n'y ait pas de destruction du tissu productif. Là, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une reprise en V, vous voyez, il faut, puisque c'est un choc d'offres et de demande, il faut que la demande reparte, mais aussi que l'offre reparte. D'accord. Donc, la demande repart, il faut que le consommateur retourne consommer. Et donc, ça va dépendre énormément, bien sûr, du pouvoir d'achat perdu pendant le confinement, mais aussi en gros, sa confiance que la crise sanitaire est bien derrière et qu'on peut sortir normalement, partir en vacances, recommencer à consommer normalement. Vous voyez, avec la troisième condition de deuxième vague, il va falloir qu'on écarte assez vite cette hypothèse, sinon le consommateur va être extrêmement prudent
de ce point de vue-là. Mais imaginons même que le consommateur reparte dans une consommation normale, ça suffirait pas pour qu'il y ait pour assurer le rebond. Il va falloir aussi que l'offre suive. Et là, que l'offre suive, vous voyez, c'est-à-dire que les entreprises ne fassent pas faillite entre-temps et qu'elles soient en capacité à répondre à ce supplément de demande qui pourra arriver assez rapidement. Donc là, on est en plein dans le rôle des politiques budgétaires, notamment le rôle des États pour sauver le tissu productif, en tout cas garantir qu'il sera bien là. Et alors, quand on regarde dans tous les pays, vous avez des plans budgétaires qui sont proposés. Alors, vous voyez que globalement, la France a proposé un plan budgétaire de 2 points de PIB. Oui, mais je viens de vous dire que globalement, et le FMI l'a confirmé, c'est plutôt -7, -8 la récession. Donc faire un choc budgétaire et une aide de 2 points de PIB alors que le choc est de 8 points, vous voyez que globalement, ça peut être insuffisant. Alors les États-Unis, eux, ont fait un choc un peu plus intéressant de ce point de vue-là, 6 points. Bon, vous voyez que là, on commence à toucher du doigt du fait, vous voyez, le fameux coûte que coûte énoncé par le président Macron lors de sa première allocution Covid. Il a prononcé quand même 3 fois cette phrase-là. Globalement, pour l'instant, on n'est pas encore complètement dans ce coûte que coûte, puisque on n'en est qu'à un niveau partiel. Alors, pour être complètement complet, il n'y a pas que des politiques budgétaires, enfin directement des coûts budgétaires, il y a aussi un certain nombre de reports de fiscalité. Donc aujourd'hui, un grand nombre de pays ont décidé de reporter un certain nombre de charges pour les entreprises, fiscalité et cotisation, mais vous voyez, c'est pas un coût budgétaire dans le sens où c'est juste une créance et ce qui n'est pas payé et certes reporté, mais devrait être payé un jour. Donc ça reste tout de même quelque part dans le bilan des entreprises. Alors c'est sûr que là, on se rapproche un peu plus du coût économique dans les différents pays. Et pour être complet, on a aussi fait quelques recapitalisations dans certains grands groupes. Et enfin, ce qui fait beaucoup, c'est des garanties d'État. Et donc, globalement, aujourd'hui, et là, on arrive et on dépasse le montant du coût économique. Donc, aujourd'hui, on voit que pour le coûte que coûte du gouvernement, c'est pas qu'un coût budgétaire, c'est aussi un report de fiscalité et un apport de trésorerie par des garanties de l'État, mais par des prêts. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, quelque part, de créances et de dettes. Et donc, le problème dans les trimestres à venir, c'est que les entreprises seront peut-être encore vivantes, dans le sens où elles n'auront pas mis les clés sous la porte, mais fortement endettées. Et est-ce qu'on peut rester fortement endetté longtemps avec des marges qui auront été tout de même pénalisées pendant ce confinement? Et vous voyez que s'il devait y avoir des faillites en cascade, alors le chômage repartirait encore plus fortement à la hausse et la reprise en V n'aurait pas lieu. Donc là, il y a une question sur attention. Certes, il y a eu des aides, beaucoup d'aides, mais qui ne sont pas des subventions, qui ne sont pas un coût budgétaire, mais beaucoup de reports et beaucoup de dettes. Et donc, c'est bien, mais attention, c'est pas pérenne. Alors, quand on rentre dans le détail, admettons des 8 premières semaines de confinement, on s'aperçoit que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça a coûté 125 milliards à l'économie française. Et qui a supporté ce coût? Vous voyez, si on rentre dans le détail, globalement, c'est 125 milliards. L'État en a pris 71 à sa charge, mais il reste 53 milliards, dont 11 milliards de baisse du pouvoir d'achat pour les ménages. Et le chômage partiel a aidé les ménages à maintenir un pouvoir d'achat, mais pas complètement. Vous voyez, vous touchez 84% au chômage partiel, donc vous avez perdu 16%. Et puis, vous avez perdu, si vous avez une part variable, vous l'avez perdu. Si vous faites des heures supplémentaires, vous avez perdu le revenu de ces heures supplémentaires. Donc, et puis, vous avez pu tomber aussi au chômage, rappelons-le. En avril, il y a plus de 800 000 chômeurs supplémentaires. Donc, malgré le chômage partiel, il y a eu du chômage, donc une perte de revenus pour un certain nombre de citoyens. C'est 11 milliards. C'est pas rien, 11 milliards. Alors, mais on voit qu'il y a aussi les entreprises qui ont vu leurs coûts augmenter. Elles ont perdu 42 milliards au cours uniquement des 8 semaines de confinement. Vous voyez, on s'est battu
avec le CICE, mais vous voyez, le CICE, c'était 20 milliards. Ben, vous voyez, en l'espace de 8 semaines, ben, c'est 2 fois le CICE qui a disparu pour les entreprises, et donc un trou pour les marges, pour leurs marges qui est extrêmement important. Alors, ce qui est intéressant par la suite, c'est que globalement, les ménages ont vu à la fois leur revenu baisser, on l'a vu, de 11 milliards, mais leur consommation baisser plus que ces 11 milliards. Et donc, on a vu une épargne se constituer, une épargne forcée. Et cette épargne forcée, on l'évalue, nous, à l'OFCE, à 55 milliards. La Banque de France l'évalue à 60 milliards. Donc, vous voyez, les ordres de grandeur sont à peu près comparables. Et donc, 55 milliards d'épargne forcée, c'est-à-dire de consommation empêchée, ça, c'est un enjeu extraordinaire pour la suite. Vous voyez, que vont faire les ménages de ces 55 milliards qui sont pour l'instant sur leur compte courant ou sur un livret A? Est-ce qu'ils vont rester sur ce compte courant? Est-ce qu'ils vont être dépensés en consommation, ou est-ce qu'ils vont être fléchés justement pour aider les entreprises? Vous voyez, vous pouvez penser que globalement, 55 milliards et 44 milliards de manque à gagner pour les entreprises, hein, il y a un peu quelque chose qui correspond. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'énorme enjeu pour le gouvernement aujourd'hui, c'est comment réfléchir ces 55 milliards. Mais ça, c'est pendant les 8 semaines de confinement. Vous voyez, si je regarde et je rajoute, alors là, ça va être une prévision sur les 8 semaines qui sont aujourd'hui les 8 premières semaines du déconfinement, qui ont commencé depuis le 11 mai, et on a commencé à réouvrir un certain nombre de commerces, et donc l'activité repart un peu plus. Et donc là, aujourd'hui, on perd plus dans ces 8 semaines 125 milliards, mais plutôt 60 milliards. Et donc, si je rajoute et je regarde les 16 semaines, vous voyez, le 125 milliards est passé à 180 milliards. Donc, le coût augmente moins vite, hein, vous voyez, mais il continue à augmenter. Et le coût pour les entreprises, ça reste quand même 54 milliards. Donc, ce coût enfle. Le coût pour les finances publiques, c'est 100 milliards. Et le coût pour les ménages, c'est 18 milliards. Donc, et on a le même phénomène, c'est-à-dire l'épargne forcée continue à augmenter, et ces 55 milliards aujourd'hui sont passés à plus de 70. Et donc aujourd'hui, on a une reprise de l'activité, d'accord, mais qui n'est pas encore revenue à la normale. Loin de là. L'INSEE nous dit que aujourd'hui, on tourne plutôt à 80% de l'activité normale. Donc, on est passé de 65 à 80%. Donc, il y a un retour progressif. Mais pendant ce temps-là, il y a de l'épargne forcée qui se constitue. Mais de l'autre côté, un coût pour les entreprises qui commence à s'alourdir sacrément. Vous voyez, 54 milliards, ça représente une baisse des taux de marge des entreprises de 3,4% en moyenne. Encore une fois, en moyenne, il y a des entreprises qui subissent plus. Et donc là, on arrive à un choc qui devient sans doute trop fort pour imaginer qu'il n'y aura pas aujourd'hui de faillite d'entreprise s'il n'y a pas d'aide conséquente de l'État. Et donc, globalement, on sait que les gouvernements, alors vous n'êtes peut-être pas au courant, mais globalement, il va y avoir le 10 juin un projet de loi de finances rectificative qui va être proposé en Conseil des ministres. Et donc là, il y a un énorme enjeu. Si le gouvernement propose un troisième projet de loi de finances rectificative, c'est que globalement, ils vont faire des grosses annonces. Et donc, c'est une annonce qui nécessite un vote au Parlement et au Sénat. Et donc, vous voyez, vous avez de ces ordres de grandeur en tête, 50 milliards pour les entreprises. En gros, est-ce que dans les prochaines mesures qui vont être annoncées, le compte y sera, et il est possible qu'un certain nombre de créances soient abandonnées, donc ce qui aiderait les entreprises. Il est possible qu'on transforme un certain nombre de prêts garantis en fonds propres pour justement venir en aide des entreprises. Bon, enfin, voilà, c'est ce genre de mesures qui sont dans les tuyaux, mais il n'y a pas encore d'arbitrage. Il faudra attendre le 10 juin pour avoir, en tout cas, une vision plus claire des plans de soutien. Mais plan de soutien ne veut pas dire plan de relance. Et il va falloir s'attendre au mois de septembre-octobre à un nouveau projet de loi de finances rectificative. Donc, ça sera le 4e pour l'année 2020. Et dans ce projet de loi de finances rectificative, il y aura le plan de relance.
Alors, il y a une différence entre plan de soutien et plan de relance. Le plan de soutien, c'est l'urgence. On essaye de sauver ce qu'on peut sauver, c'est-à-dire à la fois, on essaye de sauver quasiment le maximum d'entreprises, on essaye de sécuriser le maximum de salariés, donc on fait un chômage partiel extrêmement généreux, sans trop faire de contrôle. Ensuite, on essaye d'aider les entreprises sans trop faire de contrôle pour les maintenir. Et puis après, à la rentrée, on commence à sélectionner. Et là, on fait un plan de relance pour essayer de soit on continue sur la même logique, on aide tout le monde, soit on essaie de piloter et guider la reprise économique, regarder s'il y a des secteurs qui sont plus pénalisés que d'autres et donc faire du sur-mesure. On commence à voir le sur-mesure arriver avec des plans pour le tourisme ou le plan pour l'automobile, mais on va avoir un vrai plan, mais il faudra attendre septembre-octobre pour en connaître les contours. Donc, globalement, ce qu'il y a dans les tuyaux, ça sera des grands plans d'investissement à la fois pour retrouver une souveraineté médicale. Donc, le secteur médical va être bien sûr bénéficiaire de ce plan. On va avoir un investissement dans notre souveraineté industrielle avec des activités stratégiques qui sont considérées comme essentielles et donc qui vont être ciblées par ces investissements. Il y aura également, bien sûr, du numérique et de la cybersécurité. Il y aura, bien sûr, des investissements en recherche et développement. Et dans la défense, ça, c'est des grands points déjà annoncés et qui vont bénéficier d'aides. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais en tout cas, qui vont bénéficier d'aides conséquentes. Et bien entendu, il va y avoir deux axes. Mais là, aujourd'hui, depuis hier, a été nommé deux prix Nobel, un prix Nobel, Jean Tirole, et un économiste très célèbre, Olivier Blanchard, pour justement constituer un groupe de réflexion autour des deux axes que sont les inégalités et le réchauffement climatique et proposer en septembre-octobre des mesures pour relancer l'activité, mais avec ces deux enjeux en tête, les inégalités et le réchauffement climatique. Globalement, pour le réchauffement climatique, il faut s'attendre à des plans qui pourraient être à peu près constitué de la manière suivante. Un gros plan pour stimuler la rénovation thermique des bâtiments, ces passoires, ces logements qui sont des passoires thermiques, et donc faire de l'isolation, ça permet à la fois de faire une relance keynésienne dans le sens où on fait travailler des personnes dans leur pays, ça permet aussi aux ménages qui sont dans ces appartements de faire d'énormes économies en termes de chauffage et donc un gain de pouvoir d'achat, et par ailleurs c'est bon pour l'environnement. Et donc, du coup, ça coche à peu près toutes les cases. Donc, il est évident qu'il y aura un grand plan de rénovation thermique, mais il y aura aussi des investissements dans les énergies renouvelables, dans les réseaux électriques, dans les transports bas carbone. Tout cela, en gros, il faut s'attendre à des plans. Alors là, c'est un plan au niveau européen, mais vous voyez, quelque chose qui est entre 100 et 200 milliards d'euros par an chaque année au niveau de la zone euro. Donc après, vous prenez 20% pour la France, chaque année pendant à peu près 10 ans. Donc on est parti, en tout cas, sur ces ordres-là. Je ne dis pas que ce sera celui-ci. On va laisser les Nobel travailler tranquillement pour nous faire des propositions, mais ça sera de nature à peu près identique à cela. Bon, le problème, c'est que ça coûte très cher, tout ça. Donc, la dette publique va fortement augmenter. Alors, elle a déjà augmenté. Alors, elle avait déjà augmenté pendant la crise de 2008. Elle a pris à peu près 40 points de PIB en moyenne dans les pays développés. Donc, on était déjà à des niveaux records de dette publique. Là, on va encore ajouter entre 40 et 50 points de PIB au minimum. Il faudra voir les plans de relance, mais globalement, on va encore avoir une énorme augmentation de la dette publique. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut se permettre, jusqu'où on peut aller dans la dette publique? Alors aujourd'hui, à court terme, il n'y a aucun problème pour se financer. On est même dans un monde complètement bizarroïde où aujourd'hui, les taux d'intérêt, pour la France ou pour l'Allemagne, sont négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'État français va sur les marchés financiers pour lever de l'argent, les investisseurs payent pour prêter de l'argent à l'État français. Ils payent très peu, ils payent moins 0,05, mais c'est en négatif. Ils ne demandent aucun intérêt sur 10 ans. Et c'est du quasi gratuit de ce point de vue-là, même paye un peu. Il faudra rembourser, bien sûr, 10 ans plus tard. Mais globalement, il n'y a aucun problème. Si on pense qu'aujourd'hui, une fois que la crise est passée, on va retourner avec une croissance
de l'économie, on va avoir un taux de croissance qui va être supérieur au taux d'intérêt. Donc, ça veut dire que globalement, on n'a aucun souci pour financer cette dette-là, puisque en gros, on va avoir des revenus qui vont progresser et pas d'intérêt dessus. Donc, aujourd'hui, dans tous les pays, globalement, on a des taux d'intérêt sur la dette publique jamais observés. Donc, on va dire à court terme, et à court terme qui risque de durer, on n'a aucun souci. Alors, pourquoi je dis qu'il va durer? Parce que globalement, les banques centrales nous l'ont garanti. Et donc, c'est là le rôle de la Banque centrale va être extraordinairement important. C'est qu'aujourd'hui, alors que c'est pas complètement dans leur mandat, à la fois la Banque centrale européenne et Christine Lagarde, mais aussi aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, mais ils avaient un peu plus l'habitude dans ces pays-là, ces banques centrales ont dit si les taux d'intérêt augmentent, alors c'est moi qui vais acheter directement la dette. On monétiserait la dette, c'est-à-dire que ce seraient les banques centrales qui achèteraient. Et donc, en gros, elles nous garantissent des taux d'intérêt proches de zéro pendant un certain nombre d'années. Le mandat, enfin en tout cas, c'est un contrat à durée indéterminée de ce point de vue-là. Ils n'ont pas donné de date de sortie, mais on comprend bien qu'aujourd'hui, on marche de concert entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et pour faire une politique budgétaire ambitieuse, il faut une politique monétaire qui l'accompagne pour éviter le risque de faillite. Alors, tout ça peut provoquer un grand nombre de déséquilibres, mais en tout cas, garantit qu'il n'y aura pas de faillite d'État. Il peut y avoir potentiellement une inflation qui pourrait revenir, il peut y avoir de l'aléa moral. Enfin, je reviendrai si vous avez des questions là-dessus, mais globalement, il ne peut pas y avoir de faillite dans ces cas-là. Et donc, s'il y a une volonté de plan de relance extrêmement ambitieux, c'est pas les taux d'intérêt qui va empêcher cette ambition. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est assez extraordinaire, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 17 000 milliards de dollars de dettes à taux négatif, c'est-à-dire que les pays aujourd'hui lèvent à taux négatif. Donc, on est déjà dans ce monde-là où, globalement, les investisseurs s'arrachent de la dette publique parce qu'il faut des actifs sûrs dans les bilans des banques, il faut des actifs sûrs dans le bilan des assurances. Et aujourd'hui, le seul actif sûr, c'est la dette publique. Et donc, aujourd'hui, ça aide, en tout cas, à ces plans de relance. Alors, un dernier petit mot sur l'immobilier, me semble-t-il. Alors, vous voyez, on essaye aujourd'hui, parce que vous voyez, ces politiques-là de banque centrale qui injectent quand même de la liquidité, bon, aujourd'hui, ça n'a pas une énorme incidence sur l'inflation mesurée par les prix à la consommation, mais ça peut avoir des incidences sur les prix des actifs. Et donc, la question se pose sur les actifs financiers. Bon, on l'a vu, il y a un petit rebond, mais on n'a pas rattrapé le retard. La question se pose sur, bien entendu, les prix de l'immobilier. On peut se poser la question de est-ce que les banques vont prendre des risques à faire des prêts à des ménages, à quel taux? Et vous voyez, cette liquidité, il faut bien qu'elle se place quelque part. Et est-ce que, puisque les taux d'intérêt vont rester faibles, il est possible qu'un certain nombre d'acteurs se reportent sur un bien immobilier, et donc ça pourrait provoquer des bulles. Alors, on n'a pas la réponse là-dessus, bien entendu, mais bon, je peux vous amener un petit élément, en tout cas, de réponse à cela. Alors, est-ce qu'il y avait où on en était en fait de la bulle immobilière juste avant le Covid, c'est-à-dire début 2020. Vous voyez, alors, qu'est-ce que c'est qu'une bulle? D'abord, selon moi, une bulle, c'est un niveau de prix qui est inexplicable. C'est-à-dire que c'est pas est-ce que les prix augmentent ou est-ce que les prix baissent, c'est est-ce que les prix sont au-dessus d'un niveau normal ou d'un niveau que l'on sait expliquer. Et donc, pour calculer ce niveau normal, on a des modèles mathématiques qui nous aident à essayer de calculer le prix normal d'un bien immobilier. Bon, alors c'est pas simple à faire parce que globalement il n'existe pas de marché immobilier. Vous voyez, il y a plusieurs marchés immobiliers. C'est pas pareil le marché à Paris que dans une autre ville. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué à agréger. Donc on est obligé de l'agréger. Puis alors là, le graphique que je vous ai sélectionné, c'est encore plus agrégé parce que c'est en zone euro. Vous voyez que globalement, ce que l'on pouvait dire, c'est que ce que nous disait notre modèle, donc
c'est quand vous êtes au-dessus du trait noir, c'est que vous êtes au-dessus de ce que prédit le modèle et donc vous êtes en bulle. Et ben globalement, et alors plus on s'écarte, plus en fait la bulle est extrêmement importante parce que ce sont des écarts types et donc il y a une non-linéarité là-dedans. Et donc on s'inquiète dès qu'on est à 2 écarts types au-dessus de notre modèle. Alors, et typiquement, on s'inquiétait, nous, dès 2006, d'une bulle à la fois au Royaume-Uni, mais qui était à son pic, mais aux États-Unis, on a dépassé les 4 écarts types. Donc, on était dans une énorme bulle immobilière en 2007. Et vous voyez, lorsque il y a un retournement, les prix non seulement baissent parce qu'il y a un retournement économique, mais aussi parce qu'il faut rattraper cette bulle. Et donc, il y a même de l'overshooting, c'est-à-dire que globalement, les prix descendent encore plus bas qu'ils devraient l'être. Et donc, c'est ces chutes d'actifs qui pourraient faire des pertes de richesse assez extraordinaires pour un certain nombre d'acteurs et provoquer des grandes crises. Alors, où on en était juste avant la crise du Covid, on commençait à s'inquiéter d'une formation de bulles immobilières aux États-Unis, mais vous voyez qu'on n'était pas du tout au niveau de 2008, mais tout de même, on était à un petit niveau qui était encore raisonnable, parce que 2 écarts types, c'est encore raisonnable, mais on était sur une pente qui n'était pas très bonne. Et donc, c'est pour ça que la Banque centrale américaine, qui fait à peu près les mêmes calculs, mais qui ne les publie pas parce que ça donnerait trop d'informations, systématiquement, quand il y a une petite bulle qui se prépare maintenant, en tout cas, elle réaugmente les taux d'intérêt pour essayer de la tasser, pour que les banques prêtent moins de crédit et donc pour que les prix soient un peu moins hauts. Et donc, globalement, avait augmenté les taux d'intérêt juste avant pour essayer de le tasser. Bon, il est évident qu'avec cette crise, elle les a très vite rebaissés. D'accord. Bon, donc il est possible que tout de même, avec la chute d'activité, la bulle, là, aujourd'hui, soit un peu plus importante aux États-Unis. On voit qu'en Europe et au Royaume-Uni, on ne voyait pas de bulle. Alors, encore une fois, il faut faire très attention. Dire qu'il n'y avait pas de bulle en zone euro, vous voyez, je ne vous ai pas montré les indicateurs par pays, mais globalement, il y avait une bulle qui était présente en Allemagne, notamment, une bulle assez importante et une petite bulle qui commençait à se composer en France, mais là, c'était extrêmement régional. Voilà, je m'arrête là, j'ai fait mes 40 minutes, peut-être que j'ai même un peu dépassé, et je suis maintenant disposé à répondre à l'intégralité de vos questions. Merci beaucoup, Eric. Vraiment, c'était, je pense, tout à fait intéressant et enrichissant. Ça nous donne un peu de visibilité. D'ailleurs, tu as répondu à un certain nombre de questions que nous avions préparées. Alors, on avait une question qui était sur les mesures qui sont en train d'être prévues par le gouvernement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement les mesures qui concernent l'immobilier. Les différents les secteurs de l'immobilier. Est-ce qu'on a une vision justement de l'impact de ces mesures? On a beaucoup entendu parler des mesures qui ont été prises ces jours-ci dans l'automobile et des controverses sur les impacts à court et moyen terme. Comment ça se décide en fait, ce type de choses, et éviter les impacts négatifs à moyen terme? Alors, là, aujourd'hui, le secteur immobilier n'est pas, me semble-t-il, mais alors là, je ne suis pas forcément dans tous les arbitrages. Alors, je suis membre du Haut Conseil aux finances publiques, donc je vais auditionner le gouvernement le 4 juin à ce niveau-là. Donc, malheureusement, le 4 juin, c'est la semaine prochaine, donc peut-être que j'en saurai plus. Mais aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il y ait un plan qui soit spécifique pour l'immobilier. Les secteurs qui sont plutôt ciblés, c'est des aides au tourisme, des aides dans un certain nombre d'industries, des industries que on considère comme extrêmement impactées par cette crise-là. Donc, c'est l'automobile, c'est l'aéronautique, mais il ne me semble pas qu'il y ait aujourd'hui d'éléments. Alors, pourquoi? Parce qu'on considère, peut-être à tort, mais que globalement, les banques ne sont pas dans une mauvaise situation et donc elles ont accès à à beaucoup de liquidités, donc elles pourraient continuer à jouer leur rôle de prêteur et donc pour aider les ménages. Alors même si moi il me semble qu'il est possible que les banques soient un peu plus frileuses en tout cas dans les semaines à venir, parce que globalement elles ont dû quand même contracter un grand nombre de prêts à des entreprises et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle travaille plus sur les prêts aux entreprises que sur les prêts aux ménages.
Mais bon, c'est juste un sentiment, c'est pas une réalité des faits. Il n'y a pas encore aujourd'hui d'annonce claire sur ce que font les banques en termes de prêts aux ménages. Christophe, peut-être une question, vas-y. Oui, Eric, bonjour. Juste un point. Dans la présentation, tu indiquais effectivement qu'on avait connu une baisse très importante sur le deuxième trimestre et que le gouvernement imaginait un rebond. Il y avait une prévision de 25% sur le troisième trimestre et 8% sur le quatrième trimestre. Et au niveau des données mondiales, on a un petit peu les mêmes choses. Donc, on a le sentiment quelque part que tout va bien, puisque même si on a perdu beaucoup, sur l'année, on devrait être à que moins 8% de pertes. On risque d'avoir une surchauffe si on en croit l'économie. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que tout le monde est dans l'expectative, personne ne sait où l'on va. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on va dans le mur ou est-ce qu'au contraire, les choses risquent de s'arranger? Et donc voilà, c'est vrai que cette analyse est à la fois positive, laisse espérer des choses agréables, mais on n'en voit pas réellement les effets. Donc, est-ce que c'est une question de temps et est-ce que réellement ça va rebondir comme on peut l'imaginer ou comme on nous le laisse croire? Oui, bon, mais c'est la question que tout le monde se pose. Hein. Personne n'a réellement la réponse. J'ai essayé de décrire les conditions pour qu'il y ait ce rebond. Et donc, vous avez vu que tout de même, pour qu'il y ait ce rebond, il y a beaucoup de conditions et le gouvernement a coché toutes les conditions. Bon, donc ça veut bien dire que c'est un peu optimiste. Sincèrement, aujourd'hui, personne arrive à le lire dans une boule de cristal. Et puisque globalement, c'est d'autant plus difficile que ça va dépendre beaucoup de la psychologie des ménages. Vous voyez, il y a encore une fois, j'ai décrit le scénario français, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 70 milliards d'euros d'épargne supplémentaire des ménages. Et le taux d'épargne aujourd'hui des ménages dépasse les 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Normalement, on est plutôt à 14,5, 15 de taux d'épargne. Donc là, on a une épargne gigantesque. Que vont faire les ménages de cette épargne? Et ce que je vous pose, vous, la question, qu'est-ce que vous allez faire demain? Est-ce que vous avez une réponse? Vous voyez, c'est très compliqué. Est-ce que vous allez recommencer à consommer comme avant? Ou alors, est-ce que vous allez dire, finalement, pendant cette période, je me suis rendu compte qu'on pouvait consommer un peu moins? Ou est-ce que vous allez consommer différemment? Vous voyez qu'aujourd'hui, l'économie, c'est aussi... c'est pour ça que ce n'est pas une science exacte, c'est une science sociale. Et donc, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de savoir comment les ménages vont reprendre leur consommation. Alors, on peut les inciter. Et c'est ce que veut faire le gouvernement, en mettant des incitations, des primes à la casse, des aides fiscales. Moi, je pense qu'il faudrait faire des incitations aussi, pas que pour la consommation, mais flécher cette épargne vers de l'investissement dans les entreprises, dans des fonds propres d'entreprises. Ça pourrait être extrêmement efficace. Mais vous voyez, il y a cet enjeu-là. Le deuxième enjeu qui est extrêmement important, bon, après, en dehors de la deuxième vague, et là, personne ne peut dire aujourd'hui s'il y aura ou non une deuxième vague. Le deuxième enjeu, c'est en gros quels vont être les choix réalisés par les différents gouvernements. Et vous voyez qu'aujourd'hui, si vous axez plus sur la demande ou plus sur l'offre, plus dans un secteur ou plus dans l'autre, vous pouvez avoir des résultats différents. Bon, je pense aujourd'hui, qu'est-ce qui me rend optimiste tout de même en partie, c'est que le gouvernement a bien cette idée de coûte que coûte. Et donc, globalement, il va y avoir énormément de moyens mis à la disposition pour qu'il y ait un rebond. Donc, c'est une première chose. Et qu'au niveau européen, alors ça, c'est la grande nouveauté tout de même de la semaine dernière, c'est qu'au niveau européen, on a enfin, et on va avoir enfin, un début de commencement de budget européen avec un montant qui est considérable, 750 milliards d'euros qui vont être levés en plus des plans nationaux, 750 milliards d'euros en plus, avec 500 milliards de nouveaux euros frais, d'accord, qui vont être injectés dans l'économie par des plans d'investissement et qui seront levés par la Commission européenne. Donc là, on est dans un début de coopération en Europe. C'est encore une fois des conditions qui sont nécessaires, pas suffisantes pour qu'il y ait un rebond, mais il y a quand même une prise de conscience qu'on est dans un moment extraordinaire et que sans des décisions majeures, massives et avec une coopération, on n'y arriverait pas. Donc, je pense que moi, aujourd'hui, le principal problème, c'est la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement sorti. Il faut faire attention aux bons résultats d'aujourd'hui et surtout éviter la deuxième vague. Et ensuite, il va falloir des plans de relance d'une extrême importance pour remettre l'économie sur les rails. Claudie, une question? J'essayais de faire venir sur scène une question. Une personne qui a une question, donc je vais la poser. Les États européens seront-ils autorisés
par l'Union européenne a dépassé le taux de la dette publique, habituellement admis en vue de soutenir la demande interne, construction, industrie automobile, etc. C'est une question de Serge Julien, qui n'a pas réussi à se joindre à nous, voilà, qui nous écoute. Alors, c'est une réponse, il y a une réponse extrêmement simple, puisque ça a été décidé, oui, bien sûr. D'abord, il faut quand même rappeler que même quand on n'avait pas le droit, on le faisait. Et alors là, maintenant, on a même l'autorisation de le faire. Globalement, aujourd'hui, alors ça, c'est Christine Lagarde qui a même enfoncé le clou. Christine Lagarde, banquière centrale européenne, qui a dit non seulement ces règles doivent être mises entre parenthèses, c'est ce qui a été fait, mais ne jamais revenir. Donc, vous voyez, donc il est même possible qu'on ait ouvert une parenthèse qui ne se refermera jamais. Et donc, on risque de passer dans une autre époque où on va changer ces règles. Alors, quelles seront les nouvelles règles? Vous voyez, au Conseil, on travaille là-dessus pour proposer des nouvelles règles. Mais en tout cas, cette règle de retour à 60 points de dette publique est une règle qui, en tout cas aujourd'hui, n'est pas du tout d'actualité. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a une parenthèse ouverte, elle n'est pas prête d'être fermée. Très bien. Une autre petite question. J'ai vu que le chômage avait augmenté sur le mois d'avril de manière assez significative. Même si on a des plans de relance qui arrivent et qui vont permettre un rebond à terme, ce que l'on souhaite, est-ce que le fait d'avoir du chômage qui risque d'augmenter encore et encore, puisque la crise est attendue plutôt pour le mois de septembre, enfin du moins l'impact, manque de trésorerie pour les entreprises, est-ce que cela ne va pas gréver, ne va pas poser des problèmes sur justement une reprise économique, et que faire de ces chômeurs qui vont être en manque de pouvoir d'achat, et est-ce que ça risque pas de ralentir? Bien sûr, non mais c'est une très bonne question. Encore une fois, c'est pour ça que moi, peut-être que j'ai pas été clair. Je ne crois pas à ce moins 8, d'accord. Donc il peut y avoir un rebond, mais le moins 8, il faut l'oublier. Ça sera plutôt moins 10, moins 11, moins 12. Ça va dépendre après. Mais le moins 8 était trop optimiste. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que compte tenu du choc qu'on a eu sur l'activité, on a connu des moins 30. Normalement, d'après nos estimations, on aurait dû voir un chômage augmenter de 9 millions. Je ne sais pas si on se rend bien compte. On va avoir 9 millions de chômeurs. Bon, on en a eu 880 000. C'est beaucoup, 880 000. Vous voyez, si vous faites un graphique, on n'a jamais vu 880 000 chômeurs supplémentaires en un mois. Okay. On aurait dû en connaître 9 millions. Et vous vous rendez compte du choc. C'est normal, on met à l'arrêt l'économie. Enfin, en tout cas, un tiers de l'économie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va rester avec ces niveaux-là. Donc, si on arrive à remettre l'économie en marche, les entreprises vont pouvoir réembaucher. Le problème évoqué, et vous avez raison de l'évoquer, c'est que globalement, il est possible que les entreprises fassent faillite entre-temps et donc licencient. Et donc, on passe aujourd'hui à un chômage qui n'est pas lié au fait qu'on ait arrêté l'économie d'un point de vue administratif, mais un chômage qui est lié à des fermetures d'entreprises pour cause de faillite. Et donc, c'est en cela où je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est pas d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Il faut le faire de façon très ponctuelle pour certains ménages, mais c'est d'aider les entreprises aujourd'hui à faire faillite. Parce qu'effectivement, sinon, même avec des ménages qui ont un pouvoir d'achat élevé et qui vont consommer, les faillites seront là. Donc, vous voyez, alors que je suis plutôt souvent un fervent partisan d'un soutien de la demande, là, je pense que c'est l'offre qui est importante, qu'il y a une demande qui est sous-jacente, c'est ces 70 milliards de consommation empêchée, et donc qui pourrait déjà mettre de l'huile dans les rouages, mais donc c'est l'offre qu'il va falloir aider, c'est ces fameux 50 milliards de pertes pour les entreprises, qui pour l'instant sont des créances, sont mises un peu de côté, reportées, mais attention, le coût va arriver un jour, et donc ça serait bien que le coût n'arrive jamais. Merci. Laurent, peut-être une question? Oui, Eric, on a vu que donc, les États-Unis ont revu les taux directeurs de leur banque centrale à la baisse, l'Europe a maintenu les siens, et cependant les banques de détail augmentent leurs taux. Et aussi ont durci leurs conditions d'octroi de crédit. Alors pourquoi et quelle est selon toi l'évolution probable des taux d'intérêt de détail dans le futur proche et dans le moyen terme, ce qui est très important pour les membres du club? Bon, c'est vrai que globalement, la Banque centrale européenne n'a pas pu baisser ses taux parce qu'ils étaient déjà à zéro. Donc, les États-Unis avaient réaugmenté leurs taux
parce qu'ils commençaient à avoir une petite bulle immobilière et donc ils ont voulu un peu la tasser, donc ils ont augmenté les taux pour avoir un peu de marge. Et puis là, du coup, ils avaient de la marge pour les baisser. Bon, c'est pas le cas en Europe. Alors, ça mettait en difficulté. Vous voyez, quand vous avez des taux longs qui sont nuls, ça peut mettre les banques un peu en difficulté, puisque une partie de leur marge, c'est le fait d'avoir un différentiel de taux entre le taux court et le taux long. Quand les deux sont proches de zéro, ça fait pas beaucoup de marge. Et même quand la pente est en sens inverse, les marges disparaissent. Alors, elles sont obligées de se refaire un peu de marge, bon, globalement. Et donc, effectivement, aujourd'hui, elles évoquent un risque. Et donc, elles mettent une petite prime de risque, et donc les taux ont légèrement augmenté. Alors, il ne faut pas non plus surinterpréter cette augmentation. Et encore une fois, là, ça paraît extraordinaire. Enfin, il y a une hausse de taux, mais globalement, si on a moins 8, moins 10 cette année, ok. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 2021, il y aura la croissance. À part s'il y a du deuxième, troisième vague, mais mettons ça de côté. Il va y avoir la croissance, c'est un peu ce qu'il y a dans les tuyaux. On ne sait pas si ça va être plus 10 ou plus 4, mais il y aura la croissance. Il y aura quelque chose qui sera un peu extraordinaire. Quand on va regarder que l'année 2021 et le chiffre de croissance, on va faire un plus 3 au minimum. Vous voyez, plus 3, c'est un bon. Et donc, vous voyez, quand vous avez plus 3 de croissance avec une inflation qui va revenir à plus 1 vers ces eaux-là, donc ça fait 4. Vous voyez, des taux qui seront à 1,5 alors que vous avez 4, c'est encore des bons taux. Donc, je pense qu'on va rester encore à des niveaux de taux qui vont être faibles pour les banques, et donc et pour les États, parce que les banques centrales vont agiter et que les banques vont un tout petit peu les durcir. Je pense que c'est plutôt les dossiers qui vont se durcir que les taux, parce qu'il n'y a pas beaucoup sinon de raisons aujourd'hui qu'elles augmentent très fortement leurs taux, puisque globalement, c'est quand même un univers concurrentiel et qu'il y a aujourd'hui dans le monde des banques qui ne les augmentent pas. Donc, globalement, il faut s'attendre à ce qu'on soit dans un environnement d'inflation faible et de taux faibles, plus ou moins faibles. Ok. Donc, en fait, un petit peu dans ce qui est actuellement, ce qui est assez rassurant pour nous. On a une question qui rassemble plusieurs questions. En fait, aujourd'hui, ce qu'on ressent par rapport à l'expérience qu'on a vécue, tant pour nous que pour nos collaborateurs, c'est on a vécu une expérience à travers le confinement qui nous a donné d'autres visions de notre mode de vie, qui vont peut-être durer ou perdurer. Y a-t-il des projections là-dessus, tant en ce qui concerne les modes d'habitat que dans le cadre du tertiaire, que dans le cas avec l'apparition forte du télétravail qui a été extrêmement utilisé et qui semble pour certains devenir une tendance. Alors on est peut-être dans quelque chose de très récent, vous n'avez peut-être pas de projection là-dessus, mais c'est quelque chose qui nous intéresse énormément à plusieurs niveaux pour projeter les villes de demain, pour les prix évidemment de ces différentes zones et pour prévoir nos modes de travail et de vie. Non, vous avez raison. C'est la grande question aussi. Puisque c'est pas une science exacte et c'est très difficile de faire des projections. Mais effectivement, le télétravail va être plus important dans l'avenir qu'aujourd'hui. C'est évident. C'était complètement marginal. Ça va devenir, alors pas non plus la norme. Hein. Aujourd'hui, on voit bien que on était au maximum de notre télétravail, quasiment. Et que ça concerne au maximum un tiers des salariés. Donc, vous voyez, c'est pas non plus l'intégralité des salariés qui peuvent faire du télétravail. Donc, il y aura du présentiel. Mais vous avez raison, le télétravail va changer tout de même, peut avoir des répercussions non seulement sur notre mode de vie, mais aussi sur l'immobilier. C'est-à-dire sur le mobilier d'entreprise, certainement. Il est fort probable qu'un grand nombre d'entreprises commencent déjà aujourd'hui à changer de mètres carrés et donc diminue les mètres carrés. Il est possible qu'elle le compense par des dispositifs de coworking un peu partout ou alors directement du télétravail à domicile. Donc ça, c'est possible que dans ce mobilier-là, il y ait déjà des transformations et aussi potentiellement dans l'immobilier aussi des particuliers, puisque bon, vous voyez, on était un peu obligé d'être en centre-ville pour travailler et pour s'éviter d'être dans les transports. Il est possible qu'aujourd'hui, cette contrainte se libère quelque peu et qu'on puisse aller vivre un peu plus à la campagne tout en travaillant en télétravail et en allant
finalement qu'un jour ou deux par semaine dans son lieu de travail. Donc ça peut effectivement modifier aussi les tensions qui apparaissaient entre les centres-villes et les banlieues un peu éloignées. Donc c'est possible. Je ne tirerai pas un trait définitif quand même en disant voilà, maintenant on est parti sur une tendance à la hausse. Il faut quand même se méfier. Le télétravail, ça a des vertus, mais ça a aussi un grand nombre d'inconvénients. On se rend compte que globalement, entre la distinction entre la vie professionnelle et la vie privée, elle devient un peu plus floue. On travaille beaucoup plus en télétravail, ou en tout cas on a des horaires qui peuvent être un peu plus importants et avec justement une distinction faible. Et donc je pense que pour certains, en tout cas, peut-être que dans votre entourage vous le voyez, mais on commence à avoir des petits moments de tension parce qu'on reste chez soi, parce que avec sa famille c'est aussi un peu tendu, et donc ressortir. Je pense qu'on aura besoin de ressortir, et donc je pense que on va pas rester avec ce niveau de télétravail aussi élevé, et on va réouvrir petit à petit. Pour ce retour, une petite question différente sur les différentes politiques qui ont été menées de par le passé. À ton avis, différents leviers de relance ont été éprouvés par le passé, notamment, par exemple, des baisses de TVA spécifiques. Tu évoquais tout à l'heure le fait de réutiliser l'épargne privée pour l'investir dans les entreprises. Au niveau de l'immobilier, actuellement, on travaille on a proposé la mise en place d'un super Pinel vert, entre guillemets, qui travaille sur le développement durable. Est-ce que ces événements, une baisse de TVA, un Pinel, une défiscalisation dans le logement, ou la mobilisation de l'épargne privée sont des éléments qui ont fait leur preuve de par le passé, qui pourraient être réutilisés dans le cadre de cette crise? Je pense qu'il faut vraiment distinguer plan de soutien et plan de relance. Dans le plan de soutien, il est possible, le 10 juin, qu'il y ait ce type de dispositif qui soit mis en place. C'est-à-dire que, mais encore une fois, c'est pour relancer assez rapidement la mécanique. Je pense que dans les plans de relance, il faudra attendre, ce sont des prix Nobel qui vont donner des axes, mais il me semble que ça sera un peu différent de ce qu'on a connu par le passé, et qu'il va y avoir effectivement des conditions, et surtout ça va être énormément via de l'investissement public. Ce qui va différencier les plans de relance de demain des plans de relance précédents, c'est qu'il y aura moins d'incitation fiscale que de subventions. C'est-à-dire qu'on va aller, ce qu'on a dit, on va augmenter la dette publique, on va faire énormément d'investissements publics, alors avec un partenariat public-privé, donc il y aura bien entendu le privé là-dedans, mais on va aller beaucoup plus dans l'action que dans l'incitation. Je m'avance peut-être un peu, on verra ce qui va ressortir, mais je crois que dans un premier temps, tu as raison, il va y avoir ce type d'action, mais ça sera que ponctuel. Et ensuite, à la rentrée, il va y avoir plus de l'action que l'incitation. Peut-être une question, Laurent? Vas-y, Pierre. Oui, bonjour Eric. Donc moi, je te pose une petite question qui est toujours sur le secteur de l'immobilier et qui serait liée, au-delà du super Pinel vert, à l'investissement des étrangers qui viendraient dans notre pays. Comme tu peux imaginer, nous, on est positionné aujourd'hui sur un secteur, un territoire qui s'appelle la Côte d'Azur, qui est très apprécié à l'étranger. On a une forte clientèle étrangère. Aujourd'hui, cette clientèle, elle a le choix entre venir chez nous, investir, aller peut-être en Croatie, en Espagne, parfois en Suisse parce qu'on sait faire des packages fiscaux intéressants. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être entendu par l'État? Et bien sûr, c'est difficile de faire de la fiscalité à court terme. Peut-être pour les Français, c'est pas l'objectif. Mais en revanche, pour nos clients étrangers, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et en allant un petit peu plus loin dans la question, peut-on peut-être devenir un peu un spécialiste, le pays du monde où la valeur refuge de l'immobilier pour les étrangers, ce soit la France? Je pense que ça a peut-être du sens. Alors, je ne vais pas donner mon sentiment sur ta proposition, mais plutôt le sentiment que j'ai sur l'idée qu'a le gouvernement sur ta proposition. C'est peut-être plus intéressant, mais c'est un sentiment. Alors, je vais donner mon avis, de toute manière, ce n'est pas moi qui vais décider.
Je pense que le gouvernement n'est pas du tout dans cette logique-là. Enfin, pour avoir discuté avec eux, ils sont absolument pas ça. Même certains proposent l'inverse, c'est-à-dire certains proposent de quelque part de financer une partie de tout cela, pas uniquement par du déficit, mais par une augmentation de la fiscalité et uniquement sur l'immobilier. Donc il y a cette idée, alors qui n'est pas majoritaire, et donc on essaie de la contrer même, mais bon, en tout cas c'est une idée, mais il n'y a pas l'idée inverse. Donc aujourd'hui j'ai l'impression que les axes du gouvernement, je parle dans les plans de relance, dans les plans de soutien, encore une fois il est possible que tout le monde ait quelque chose, mais dans les plans de relance, et il y a l'axe inégalité, l'axe environnemental. C'est les deux axes qui ont été confiés à Olivier Blanchard et à Jean Tirole. Et donc, les propositions iront là-dedans. Et il n'y aura pas, en tout cas, et il y a un axe que veut le président supplémentaire, qui est un axe innovation, recherche et développement. Il n'y a pas l'axe... vous voyez, alors, le tourisme a déjà été plus ou moins questionné pendant un laps de temps, mais pas dans cette logique immobilière. Donc, je pense que c'est pas dans l'ADN du président ni de ce gouvernement. Et quand pour eux, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de très vertueux dans l'immobilier. D'ailleurs, l'ISF, il s'est arrêté à l'IFI. Et donc, bon, je serais surpris qu'ils aillent dans ce sens-là. Je pense que s'ils font un axe logement, ce que j'en ai compris, ça sera un axe mal logement, c'est-à-dire lutter contre le mal logement et tenter donc par la rénovation thermique ou par des logements sociaux de relancer l'immobilier, plus que par l'immobilier touristique. Bon, c'est juste le sentiment que j'ai sur leurs sentiments. Bon, voilà, parce que je pense que c'est plus intéressant que vous ayez ce qu'ils ont dans la tête plutôt que ce que j'ai dans la tête. Je t'en remercie, c'est une très bonne réponse. Et c'est en ça où la pédagogie et l'économie, elle est importante. Parce que tu vois, dans un département comme le nôtre, les droits de mutation, ce qu'on appelle à tort les frais de notaire, c'est pratiquement 45% d'un budget d'un conseil départemental qui va dépenser beaucoup d'argent pour faire justement du social, pour aider. Regarde, l'immobilier aujourd'hui, il y a à peu près 20%, ce sont des appartements sociaux. Et en fait, ce sont des efforts qui coûtent rien à l'État. C'est pour ça que quelque part, alors c'est à titre personnel encore une fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'utilise pas des leviers comme ça qui finalement coûtent pas cher à l'État et qui peuvent rapporter. Tu vois, la construction qui a repris, moi je suis dans l'entreprise de bâtiments et travaux publics, on a repris à 80%, on commence à rapporter de la TVA, des charges sociales, on est des bons élèves. Et si tu veux, aujourd'hui, on ne comprend pas trop pourquoi on ne regarde pas aussi dans notre secteur d'activité qui emploie 2 millions de salariés en France. Certes, on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais en fait, on a une valeur ajoutée très importante en taxes. Et je pense que c'est intéressant d'en parler avec toi et puis peut-être de faire remonter un peu d'infos. Merci en tout cas. Oui. Eric, j'ai une question pour revenir un peu plus sur le plan général et pour donner de la visibilité à nos chefs d'entreprise qui nous écoutent. C'est donc l'impact du niveau de chômage sur la croissance. Est-ce qu'il y a des modélisations économiques et des corrélations qui sont, j'imagine, déjà établies, qui pourraient nous permettre d'avoir de la visibilité là-dessus? Non, mais habituellement, il y a une chute d'activité, et quand il y a une chute d'activité, on voit 1 ou 2 trimestres plus tard une énorme chute de l'emploi, d'accord, et donc une forte augmentation du chômage. Il y a un décalage, d'accord, c'est pas immédiat. La chute d'activité, généralement, vous globalement compensez, vous licenciez pas tout de suite, vous essayez de voir si elle est durable, et donc il faut un petit peu de temps. Et aussi, quand il y a une reprise économique, on ne voit pas le chômage diminuer tout de suite, il faut attendre 2 à 3 trimestres avant que cela se produise. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, c'est pas le cas. En gros, c'est en sens inverse. C'est globalement, on est dans un choc d'offres. Et globalement, on ferme. Donc là, le chômage, c'est immédiat. Là, il n'y a plus d'activité, il y a du chômage. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir un problème de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte aujourd'hui, mais si vous lisez le décret du 5 mai,
Bon, on est passé peut-être un peu inaperçu, mais vous pouvez être en arrêt maladie si vous êtes un salarié fragile. Alors, allez regarder toutes les listes de potentielles fragilités et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Et notamment, il y a, si vous avez un indice de masse corporelle, un IMC supérieur à 30. D'accord. Donc, si vous êtes dans cette liste-là, d'accord, et si vous êtes dans un foyer où il y a une personne qui est dans cette liste-là, d'accord, ben vous pouvez aller voir votre médecin et il n'a pas d'autre choix que de vous mettre en arrêt maladie. Nous, on a fait une simulation depuis le 5 mai. Ça porte sur 6,8 millions de salariés. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, il y a 6,8 millions de salariés qui pourraient, aujourd'hui, demander à être en arrêt maladie et prise en charge par la caisse de maladie. Bon, ça fait un choc sur la main-d'œuvre qui est extrêmement important. Et donc, vous voyez, là, aujourd'hui, il peut y avoir une main-d'œuvre. Imaginons que les écoles ne réouvrent pas tout de suite. Des personnes qui peuvent dire je suis en garde d'enfants. Et donc, du coup, attention, il y a aussi ce côté-là qui est un peu exceptionnel. Généralement, on n'a pas un problème. On peut avoir des problèmes de recrutement à certains moments du cycle économique. Mais là, en bas de cycle, généralement, il n'y a pas de problème. Il y a du monde, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômeurs. Mais là, en fait, il est possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient en fait à côté du marché du travail et dispensées de rechercher un emploi. Donc, attention à cela. Ensuite, bien entendu, il va y avoir un chômage par ailleurs, lié à des faillites, et donc il va falloir faire en sorte, et puis il va y avoir des problèmes sectoriels, c'est-à-dire que la reprise ne va pas être identique dans tous les secteurs d'activité, et donc aujourd'hui, il va falloir sans doute réfléchir à ces chômeurs de secteurs qui seront en grande difficulté pendant des années, et on en connaît quelques-uns, à reformer ces salariés-là vers d'autres secteurs. Et ça, c'est le rôle du gouvernement et c'est un rôle qui n'est pas facile. Parce qu'il faut faire admettre à ce salarié que globalement, il n'a plus d'avenir dans ce secteur et de le reformer dans un autre métier pour un autre secteur. C'est parfois long et c'est parfois un peu douloureux pour les personnes. Bon, voilà, mais donc ça fait partie du travail. Et effectivement, le chômage peut, de ce point de vue-là, être un frein parce qu'on n'aura pas la main-d'œuvre qualifiée ou des personnes qui seront en dehors du marché du travail. D'accord. Il y a des corrélations, il y a des ABAC qui sont déjà établis. On peut, par exemple, je dis une bêtise, on a 10 points de plus, enfin c'est énorme, hein, mais un point de plus de chômage et tu as par exemple une perte de croissance de 0,5. Est-ce qu'il y a des… Généralement, c'est dans l'autre sens. Généralement, c'est quand on a un point de croissance en moins, on essaie de savoir combien ça va faire de chômage en plus. Okay. Alors, après, bien sûr que normalement, plus il y a de chômage, plus effectivement… ceux qui sont dans l'emploi se disent la probabilité d'être au chômage commence à devenir de plus en plus importante parce que c'est risqué et donc il y a une épargne de précaution qui se constitue et donc cette épargne de précaution c'est de la conso en moins et donc de la demande en moins pour les entreprises et donc des licenciements en plus. Mais ça c'est un effet secondaire par rapport à l'effet premier. Normalement la causalité va plus dans le sens chute d'activité et chômage que chômage, chute d'activité. Il y a effectivement un bouclage, mais qui est moins important dans ce sens-là. Je crois qu'elle a été répondue à peu près. La crise, une question, la crise aura-t-elle un impact sur la notation de la France vis-à-vis des investisseurs étrangers par rapport à l'augmentation de l'endettement et de la solvabilité? J'ai l'impression que non, d'après ce que tu as pu exprimer. Non, je crois que non. Non, je crois pas parce que globalement, c'est un choc qui va être à peu près identique dans tous les pays, d'accord. Une énorme récession, alors même si elle était légèrement plus en France qu'en Allemagne. Donc du coup, globalement, on va rester dans une position moyenne. Et aujourd'hui, la France est très bien notée. Hein, il faut avoir ça en tête. Vous voyez que aujourd'hui, ce qui est important dans les agences de notation, elles notent sur 20. Quand vous êtes AAA, vous avez 20 sur 20. Alors là, on est passé AAA à AA+, donc on est passé de 20 à 19 sur 20. C'est encore une très bonne note. Ce qu'il faut, c'est rester au-dessus de 16. Il ne faut pas descendre en dessous de 16. Vous voyez, donc on a quelques crans avant d'être dans une situation difficile. Donc, vous voyez, même si on devait être une fois déclassé,
ce qui, à mon avis, n'est pas du tout dans les tuyaux, parce que les agences l'annoncent bien avant. Donc, c'est pas du tout dans les tuyaux. Ça serait pas non plus très grave. Il faut être vraiment classé sans risque. Et classé sans risque dans les règles de Bâle ou de Solvency, c'est avoir au moins 16/20. Donc, vous voyez, bon, donc, de ce point de vue-là, pas de risque à attendre. Alors, j'avais une question qui est complémentaire. Alors là, on redescend au niveau du terrain. Une inquiétude que l'on peut avoir, c'est vu la dégradation de la situation économique des entreprises, les particuliers achetant des logements, étant salariés, même s'ils sont toujours embauchés dans les entreprises et qui sont, dans des entreprises où ils ont pu être au chômage et qui sont dans des entreprises dont nous-mêmes, qui sont nos entreprises par exemple, mais dont la banque n'a plus une visibilité sur la note de nos entreprises du fait de la dégradation, comment cela peut-il avoir un impact sur l'octroiement des prêts? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es salarié, tu obtiens ton prêt parce que tu es salarié, tu es en CDI, tu as un certain niveau de revenu. L'octroiement des prêts, c'était un petit peu dégradé avant la crise. Aujourd'hui, on se dit, nos salariés, qui sont quand même les principaux acheteurs des appartements, auront-ils de nouveaux freins pour obtenir les prêts, hein, oui. Du fait que nous-mêmes, entreprises, enfin je parle de façon très, très générale, nous ne sommes plus un repère pour les banques stables. C'est-à-dire que on a vu ça par exemple dans le secteur du tourisme, un type qui aujourd'hui est à un très bon salaire et chef au Château Saint-Martin qui n'ouvrira pas, qui a un grand hôtel sur la Côte d'Azur qui n'ouvrira pas cet été, quelle est la valeur aujourd'hui de son revenu? Donc, non, mais bien entendu qu'il va y avoir, les dossiers vont être de moins bonne qualité dans les prochains mois parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est que les CDD qui sont au chômage, hein, c'est les intérimaires et les CDD. Les CDI n'ont pas été encore touchés, ils sont en chômage partiel, ils ne sont pas en chômage, mais demain, il va y avoir des licenciements économiques et donc demain, effectivement, on le sait, il y aura des personnes qui vont perdre leur emploi et donc les banques l'anticipent et donc effectivement vont être un peu plus prudentes et regarder le secteur d'activité. Il y a des statistiques qui circulent, on sait quel secteur est plus fragile que d'autres et donc bien entendu, il va falloir sans doute avoir plus d'apports personnels. Elles vont prendre un peu moins de risques de ce point de vue-là, donc c'est pas par les taux qu'elles vont durcir, mais plutôt par la sélection des dossiers. Et donc, il faut s'attendre dans les premiers mois à un durcissement de ces conditions, de ce point de vue-là. Ensuite, ça va vraiment dépendre du rebond, encore une fois. C'est-à-dire que si on est dans un fort rebond et si effectivement la prévision du gouvernement se réalise et qu'on fait des plus 20 au troisième trimestre et qu'on est parti plus 10, alors là, dans ces cas-là, on va voir que cette crise n'aura été que de court terme et qu'on va repartir assez fortement. Il y aura bien sûr de l'hétérogénéité sectorielle, mais globalement, ça va repartir et donc les banques seront rassurées. Donc, tant qu'on ne sait pas encore s'il y a de deuxième vague, etc., je pense qu'il y aura de la prudence. Il y aura de la prudence chez les consommateurs, mais il y aura aussi de la prudence chez les banquiers. Eric, une question, peut-être une dernière question pour toi. Tu nous as présenté donc les chiffres de prévision de croissance pour l'année prochaine, qui, selon toi, donc étaient assez optimistes. Hein, donc, je voulais savoir. Je pense que voilà, tout le monde aimerait avoir un peu voilà ton opinion sur des chiffres un peu plus, ton opinion sur les chiffres qui, selon toi, vont être plutôt réels. Non, mais je les ai déjà dit. Hein, encore une fois, je pense que le -8 c'est la borne la plus favorable. Voilà. Je pense qu'il aurait été plus raisonnable, mais vous voyez, il faut attendre le 10 juin. Le 10 juin, le gouvernement nous donne une nouvelle prévision. Donc, il est possible qu'il la révise à la baisse et qu'on soit plutôt vers les -10. Je pense qu'aujourd'hui, -10 est beaucoup plus raisonnable que -8. Mais à la limite, c'est pas tellement cela qui est important, c'est la dynamique du rebond de fin d'année. Que là, avec effectivement -6, -5 et -20 au premier et deuxième trimestre, vous voyez, de toute manière, cette année est foutue. On va avoir -10. Le tout, c'est savoir
comment va repartir la fin d'année. Ça va pas trop se voir dans la moyenne annuelle de l'année 2020, mais par contre, c'est ça qui va nous donner l'élan pour 2021. Si ça ne repart pas, si on voit que c'est tout poussif, alors on va passer à moins 12 peut-être, mais ce ne sera pas le moins 12 qui sera important, c'est le fait que ça ne repart pas et que les consommateurs n'ont toujours pas confiance et que les banques n'ont pas confiance. Donc je pense que, et là, aujourd'hui, on ne peut pas trancher. Donc, il est trop tôt pour savoir si la confiance est revenue parce que aujourd'hui, les thermomètres sont cassés, on n'a plus du tout les outils adéquats, on est dans quelque chose de complètement inédit. Et les enquêtes que l'on réalise auprès des ménages, on ne sait pas encore bien les analyser, savoir exactement comment on peut les traduire en termes de croissance économique. Il va nous falloir un peu plus de temps pour vous dire des certitudes. Donc voilà, globalement, mon sentiment, donc je ne sais pas si ça vous aide, mais il faut être quand même extrêmement humble aujourd'hui. Merci. On a repris lundi pour reprendre les restaurants et la vie. Donc ça, c'est quelque chose de positif et surtout que le corona est quand même, le virus est quand même moins présent. Donc on peut espérer qu'on aura un rebond. Mais je pense que les indicateurs que tu nous as donnés et la vision est tout à fait intéressante. Merci à tous les participants qui se sont joints à nous pour cette rencontre vraiment de grande qualité. Merci vraiment Eric. Et on vous souhaite à tous un très bon week-end. Et puis surtout, j'espère que la prochaine fois, Christophe peut-être va le dire, mais on essaiera de se retrouver physiquement parce qu'on en a tous énormément besoin. Merci vraiment encore Eric et à bientôt. Christophe, peut-être tu voulais dire un mot à un moment, puisque Christophe étant le président. Non, mais je voulais vous remercier effectivement également tous. Merci Eric pour ta présentation très claire, très intéressante. Je pense que ça nous permet vraiment de prendre de la hauteur. C'est vraiment indispensable actuellement. On a fait des réunions comme ça, des webinaires pour des problématiques de crise, pour savoir effectivement comment est-ce qu'on allait gérer au jour le jour les problématiques. Là, ça nous permet de prendre de la hauteur. C'est vrai qu'on fait une réunion comme ça encore virtuelle. On est un club où on travaille vraiment sur la convivialité, on a besoin de présentiel, on a besoin de se voir. Donc on espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer plus tard sur une plage, qu'effectivement le rebond sera là et que nos commerçants, les gens du tourisme, tout le monde pourra puis à nouveau profiter. Et donc voilà, en tout cas un grand merci. Chers membres et chers partenaires, on va essayer de se retrouver dès que possible, dès qu'on en saura un petit peu plus. Et en tout cas encore merci pour votre soutien au niveau du club immobilier et merci Eric pour toutes tes informations. Merci pour l'invitation. Passez une excellente soirée et un très bon week-end. Au revoir. Au revoir.